Lorsque Napoléon remonte sur son trône en mars 1815, au retour de l'île d'Elbe, les Alliés sont réunis en congrès à Vienne pour refaire la carte de l'Europe. Elle n'est pas encore refaite, c'est la raison pour laquelle ici on n'a pas représenté les frontières. Sauf les frontières de la France, déjà fixées au traité de Paris de mai 1814, au lendemain de la première abdication de Napoléon. Après ce traité, évidemment, le grand empire français qui s'étendait depuis Hambourg jusqu'à Rome n'existe plus. Mais la France n'est pas écrasée, la France n'est pas démantelée, et elle retrouve en gros ses frontières de 1792. Alors que Napoléon remonte sur Paris en ralliant les unes après les autres toutes les troupes qui ont été envoyées contre lui, en particulier celles du maréchal Ney, le congrès de Vienne refuse toute négociation avec Napoléon, le met hors la loi et décide la levée d'une armée, chacune des 4 grandes puissances s'engageant à fournir 150 000 hommes, l'Angleterre étant en outre prête à financer une partie de cet effort. Napoléon se trouve donc en net état d'infériorité et, conformément à son habitude, il décide d'attaquer le premier, de jouer de la vitesse pour tenter de battre ses adversaires séparément, les uns après les autres. En juin 1815, 2 armées alliées seulement sont rassemblées sur les frontières de la France, en Belgique. Une armée anglo-hollandaise de 90 000 hommes, commandée par Wellington, et une armée prussienne de 120 000 hommes, commandée par Blücher. Les autres armées alliées sont beaucoup trop loin pour pouvoir agir dans l'immédiat. Pour attaquer en Belgique, Napoléon peut rassembler 125 000 hommes. Évidemment, la France pourrait en fournir davantage, mais il faut bien également garder les frontières et aussi surveiller l'Ouest où la chouannerie est en train de se réveiller. Le 15 juin 1815, Napoléon passe à l'attaque et entre en Belgique dans la région de Charleroi. Voyons ce qui s'y passe. Le plan de campagne de Napoléon lui est dicté par le dispositif des Alliés en Belgique. Les Anglo-Hollandais, commandés par Wellington, sont installés entre Bruxelles et Gand, également au sud de Bruxelles, leur dispositif formant un triangle d'une 50aine de kilomètres de côté et rassemblant environ 90 000 hommes. Les Prussiens, commandés par Blücher, sont installés sur la Sambre et la Meuse, entre Charleroi et Liège, sur une centaine de kilomètres, et leur dispositif rassemble environ 120 000 hommes. Lorsqu'on regarde cette carte, on est frappé par la relative dispersion des troupes alliées, et on peut la trouver bien imprudente. En fait, il ne s'agit absolument pas d'une imprudence, mais d'une nécessité logistique. Les troupes de l'époque se déplacent avec leur armement et leurs munitions, ce qui fait déjà beaucoup de bagages et de voitures. Par contre, pour tout le reste, elles vivent sur le pays, et en particulier, elles se nourrissent sur le pays. Le pays n'apprécie pas beaucoup, mais il n'a pas le choix. Et pour nourrir ces énormes masses, ces dizaines de milliers d'hommes et de chevaux, on est bien obligé de les disperser sur un terrain assez vaste et on les concentre, au moins partiellement, au moment de la bataille. Napoléon, nous l'avons dit, entre en Belgique par Charleroi le 15 juin. Et la bataille de Waterloo a lieu le 18 juin, un peu au sud de Bruxelles. Mais en fait, Waterloo n'est que le combat final et aussi l'aboutissement logique d'une seule et même bataille qui se déroule du 15 au 18 juin et qu'on appelle campagne de Belgique. C'est donc cette bataille de 4 jours qu'il faut comprendre. Dans la partie d'échecs qui va se jouer au milieu du mois de juin 1815, Napoléon a un coup d'avance. Il connaît assez bien la position des Alliés, en particulier parce que ces espions sont en terrain familier, en Belgique francophone. Par contre, Napoléon a réussi à dissimuler ses mouvements. Il quitte Paris le 12 juin avec son armée, et à ce moment, la frontière est déjà fermée, hermétiquement. Pas un homme, pas une voiture, et donc pas une nouvelle ne peuvent passer.
Le 15 juin au soir, alors qu'il donne un bal à Bruxelles, Wellington apprend que Napoléon, avec une armée déjà concentrée de 120 000 hommes, vient de franchir la frontière et marche sur Charleroi. Précisons que la frontière française est bien là où nous l'avons figurée, et non pas là, comme on le voit sur beaucoup de cartes. Ça, c'est la frontière du deuxième traité de Paris, après Waterloo, lorsqu'on a puni la France en lui enlevant un certain nombre de territoires. Mais si la frontière avait été là en juin 1815, on voit mal comment Napoléon aurait pu arriver jusqu'à Charleroi sans se faire remarquer. Le plan de Napoléon est simple, profiter de la dispersion des Alliés pour battre d'abord les Prussiens puis se retourner contre les Anglais. Il peut aussi espérer que la séparation des deux armées sera favorisée par le souci qu'auront les chefs alliés de préserver leurs lignes de communication et de retraite, les Prussiens vers le Rhin, les Anglais vers les ports de la mer du Nord. Précisons que le génie militaire, ça n'est pas d'avoir ce genre d'idées et de manœuvres, idées qui sont après tout très simples et aussi vieilles que la guerre. Le génie, c'est d'être capable de réaliser ces manœuvres sur le terrain, ce qui demande des qualités qui s'appellent l'audace, le sang-froid et le coup d'œil. En somme, ce que veut Napoléon, c'est en misant sur son génie militaire et sur la qualité de son armée, refaire un de ces miracles militaires qui ont stupéfié l'Europe depuis la campagne d'Italie. Toute la question est de savoir si cela est encore possible en 1815, presque 20 ans après la campagne d'Italie. Quelle est la qualité de l'armée dont dispose Napoléon au moment de l'entrée en campagne ? Ce qui fait la qualité d'une armée, c'est la résultante de 3 éléments. Les soldats, le chef et l'état-major. Les soldats qui se battent sur le terrain, mais qui, dans le fracas de la bataille, ne voient pas plus loin que le bout de leur fusil et ont besoin des ordres qui leur permettront de faire la manœuvre victorieuse. Le chef, évidemment unique dans la bataille, qui organise la manœuvre générale et pour l'exécuter doit donner l'ordre qui convient au moment qui convient. Enfin, l'état-major, en termes plus modernes, on dirait la chaîne de commandement, chargé de transcrire les ordres généraux du chef en ordre précis pour chaque unité, de veiller à ce que ces ordres correspondent bien à la manœuvre générale voulue par le chef, et de veiller à ce que ces ordres soient transmis et exécutés. Alors qu'en est-il de ces 3 éléments pour l'armée du Nord en juin 1815 ? La troupe est excellente. D'abord parce qu'elle est uniquement française, ce qui n'était pas le cas de l'armée multinationale qui était entrée en Russie en 1812. Elle est composée uniquement de soldats aguerris. Les jeunes recrues dont Napoléon a ordonné la levée ne sont pas encore sur le champ de bataille. Et les soldats qui sont là savent se battre, certains depuis très longtemps. D'autre part, cette troupe est très motivée, très politique, pourrait-on dire. Elle sait pourquoi elle se bat. Pour l'empereur, dont la popularité dans l'armée reste énorme, pour la patrie, et aussi par haine de l'Ancien Régime, dont ces soldats ont cru, à tort, mais ont cru quand même, voir le retour avec Louis XVIII. Mais cette excellente troupe a aussi ses failles psychologiques. Elle sait qu'elle peut être vaincue, puisqu'elle l'a déjà été, et surtout elle a la hantise de la trahison, parce qu'elle a vu en 1814 les maréchaux trahir Napoléon, et en 1815 même, le 15 juin, la veille de la bataille, le général Bourmont, qui est royaliste, vient de passer à l'ennemi. Donc une excellente troupe, mais fragilisée psychologiquement, et qui éventuellement peut craquer sur le champ de bataille. Le chef. Incontestablement, le Napoléon de 1815 a toujours l'audace et les qualités d'un grand stratège. Son plan de campagne le montre suffisamment. Mais tout aussi incontestablement, l'empereur a vieilli, il est fatigué, il dirige d'une main moins ferme et surtout il dirige de plus loin, laissant davantage de liberté à ses subordonnés.
Or, c'est justement à ce niveau des subordonnés, au niveau de l'état-major, que les carences les plus graves vont se manifester. Qu'en est-il de l'état-major ? Pendant tout l'Empire, le maréchal Berthier a été un remarquable chef d'état-major de Napoléon, capable de traduire les directives générales de l'empereur en ordre clair et précis pour chaque unité. Mais Berthier n'est plus là, rallié à Louis XVIII en 1814, il lui reste fidèle en 1815. Il est parti en Allemagne où il va mourir de façon d'ailleurs assez mystérieuse quelques jours avant Waterloo. Globalement, le vieillissement et les défections font que sur 20 maréchaux d'Empire, 3 seulement sont présents pendant la campagne de Belgique. Soult, qui est le nouveau chef d'état-major, Ney, qui commande l'aile gauche, et Grouchy, qui commande l'aile droite. Or, ce ne sont pas les seconds dont Napoléon aurait eu besoin. Soult a été un très bon chef d'armée, mais il n'a absolument pas l'expérience du travail de chef d'état-major. Ney est un remarquable sabreur et entraîneur d'hommes, mais il ne sait pas commander, ou plus exactement, il ne sait pas décider. Quant à Grouchy, c'est un très bon chef de cavalerie, mais il n'a jamais commandé d'armée complète. Et comme il vient juste d'être nommé maréchal, sa promotion toute récente a tendance à l'intimider et le paralyser. Bref, l'armée de Napoléon est toujours une force redoutable, mais elle n'a plus l'efficacité d'autrefois. Elle va accumuler les fautes et les maladresses, et sa défaite apparaît finalement comme logique face à un ennemi largement supérieur en nombre et qui a appris à ne plus se laisser intimider. Revenons au déroulement des opérations. Waterloo, c'est le 18 juin 1815, mais en fait la bataille s'est déroulée en 3 jours, du 16 au 18 juin, et il faut, pour la comprendre, l'envisager dans son ensemble. Les objectifs de chaque camp sont au départ évidents. Napoléon s'efforce de séparer les deux armées. Les Alliés tentent au contraire de converger contre lui. Voyons de plus près comment les choses se passent entre Bruxelles, la frontière française et la Meuse. Cette carte montre ce que sont en 1815 les routes pavées entre Bruxelles et la frontière française. C'est essentiel parce que les armées doivent emprunter ces routes pour se déplacer rapidement. Elles peuvent évidemment, surtout dans une région de plaine, se déplacer sur n'importe quel chemin ou même en plein champ, mais beaucoup plus lentement. Et ça n'est pas indifférent, évidemment, dans une bataille où la rapidité de concentration des armées est un point essentiel. Le 15 juin, Napoléon s'est porté sur Charleroi, il a franchi la Sambre et bousculé les quelques unités prussiennes qui se trouvaient là. Évidemment, ses adversaires anglo-hollandais et prussiens vont converger contre lui. Le 16 juin, il apparaît clairement à Napoléon que la route pavée qui va de Bruxelles à Charleroi et l'autre route pavée de Nivelles à Namur sont les deux qui permettent le plus facilement aux armées anglaises et prussiennes de se rassembler. Ces deux routes se croisent en un carrefour fort justement appelé les Quatre Bras. Il convient donc de bloquer ce carrefour. Napoléon envoie donc son aile gauche, commandée par Ney, pour s'emparer des Quatre Bras, et lui-même avec le reste de ses forces se porte ce même jour, 16 juin, contre les Prussiens qu'il va affronter à Ligny. La bataille de Ligny est acharnée. Elle oppose 60 000 Français commandés par Napoléon à 90 000 Prussiens commandés par Blücher. Après un choc terrible, les Français l'emportent et Blücher se retire, mais une série de maladresses et de cafouillages, il n'y a pas d'autre mot, vont transformer cette victoire en demi-victoire sans conséquences décisives. Revenons à ce qui s'est passé le 16 juin et nous ne pouvons que constater la perte d'efficacité du commandement français. Regardons plus précisément ce qui se passe entre Nivelles, Charleroi et Namur. Le 16, Napoléon est à Charleroi et il a franchi la Sambre. Les Prussiens arrivent par l'est, les Anglais par l'ouest.
L'empereur envoie Ney s'emparer du carrefour stratégique des Quatre Bras pour empêcher toute jonction entre les alliés, et lui-même se porte contre les Prussiens qu'il va rencontrer à Ligny. Pour Napoléon, il est clair que l'objectif de la bataille de Ligny, c'est la destruction de l'armée prussienne pour pouvoir ensuite se retourner contre les Anglais sans risquer d'être pris en tenaille. Pour cela, il attend de Ney qu'il s'empare immédiatement du carrefour des Quatre Bras, qu'il y barricade une partie de ses forces et qu'il revienne avec le reste vers Ligny pour prendre les Prussiens en tenaille. Mais il semble que ces ordres n'aient pas été très clairs et en tout cas, ça ne s'est pas passé comme ça. Voyons d'un peu plus près comment les choses se passent. Ney arrive devant le carrefour des Quatre Bras le matin du 16 juin avec ses premières forces, alors que Napoléon et Grouchy marchent sur Ligny à la rencontre des Prussiens. Aux Quatre Bras, il n'y a que de faibles forces anglo-hollandaises, environ 8000 hommes. Ney pourrait donc s'emparer très facilement du carrefour, surtout avec la fougue qui est la sienne. Pourtant, il ne le fait pas. Il s'arrête et préfère attendre l'arrivée de la totalité de ses forces. Ney, comme tous les généraux français, a appris à connaître l'habileté défensive de Wellington et il redoute que des forces anglaises beaucoup plus considérables soient dissimulées dans les environs. Alors, est-ce que Ney aurait pris peur ? Certainement pas. Le maréchal Ney, c'est le brave des braves, qui n'a jamais peur ni de se battre ni de mourir. Toute sa carrière depuis 20 ans l'a largement prouvé, et c'est même un miracle s'il est encore en vie en 1815. En fait, Ney a peur de se tromper, de ne pas prendre la bonne décision, et cela le paralyse. C'est un combattant exceptionnel, ce n'est absolument pas un bon chef d'armée. Il n'a ni le sang-froid, ni le coup d'œil nécessaire, et Napoléon a eu le tort de lui laisser une autonomie dont il n'était pas capable de faire bon usage. Lorsque, en début d'après-midi, le maréchal Ney, qui a enfin rassemblé l'essentiel de ses forces, se décide à attaquer, les Anglo-Hollandais également se sont renforcés et ils ne cesseront d'ailleurs pendant tout l'après-midi de recevoir des renforts. Rappelons que les Alliés étaient dispersés et qu'ils sont en train de se concentrer. Sur l'ensemble de l'après-midi, Ney va engager 20 000 hommes, mais Wellington va engager 35 000 hommes. Et le résultat est que, malgré tous ces efforts, Ney ne parvient pas à prendre le carrefour des Quatre Bras. Au même moment, début d'après-midi, Napoléon a engagé la bataille contre Blücher, à Ligny. 60 000 Français contre 90 000 Prussiens. Mais en raison de la qualité de la troupe dont il dispose, Napoléon considère que c'est jouable. Après des combats acharnés, les Français prennent le dessus, mais l'objectif de Napoléon n'est pas de refouler l'armée prussienne, c'est de la détruire pour pouvoir ensuite se retourner librement contre Wellington. Et détruire l'armée de Blücher, Napoléon ne peut pas le faire s'il ne reçoit pas le secours d'une troupe qui prenne les Prussiens à revers. Prendre les Prussiens à revers, ça ne se fera pas. À 3h15, Napoléon envoie un ordre formel à Ney de revenir en direction de Ligny, précisant même qu'il suffira de contenir les Anglais, qu'il n'est pas nécessaire de chercher à les vaincre. Mais l'ordre ne parvient à Ney qu'à 18h, alors qu'il n'y a pas 10 km entre les deux champs de bataille. Ici apparaît la mauvaise qualité du travail d'état-major, un ordre essentiel n'est pas parvenu à son destinataire à temps. Et lorsque l'ordre arrive malgré tout, il est bien tard, et Ney est si engagé dans son combat contre les Anglais qu'il ne juge pas possible de s'exécuter. Ne voyant pas arriver Ney, Napoléon se décide à jouer une autre carte. Le corps de Drouet d'Erlon, fort de 20 000 hommes, ce qui n'est pas rien, un corps qui est sous les ordres de Ney et qui est en train de se porter vers les Quatre Bras où Ney l'attend avec impatience. Napoléon lui ordonne de faire demi-tour et de se porter contre les Prussiens. Mais l'ordre est mal transmis, une fois de plus, et Drouet d'Erlon arrive non pas derrière les Prussiens, mais derrière les lignes françaises, provoquant même un début de panique parce qu'on ne sait pas très bien de quoi il s'agit.
Il est environ 18 heures et Drouet d'Erlon s'apprête à rectifier son chemin lorsqu'il reçoit un nouvel ordre de Ney cette fois. Ney qui est en train de s'entêter dans sa bataille contre les Anglais. C'est d'ailleurs l'une des caractéristiques du mauvais chef, l'entêtement. Et Ney, qui est furieux de manquer du soutien de Drouet d'Erlon, lui donne l'ordre formel de revenir vers les Quatre Bras. Drouet d'Erlon, qui est sous les ordres de Ney, s'exécute, et il arrive finalement aux Quatre Bras après la bataille. Ainsi, un corps de 20 000 hommes s'est épuisé tout l'après-midi par des marches et des contre-marches entre deux batailles, sans participer à aucune. Résumons la situation au soir du 16 juin. À Ligny, Napoléon, malgré une nette infériorité numérique, a battu et refoulé l'armée prussienne de Blücher, mais il n'a pas réussi à détruire cette armée. La faute en incombe d'abord à Ney, qui le matin a hésité devant les Quatre Bras, n'a pas été capable de s'emparer rapidement du carrefour, pour ensuite reporter ses forces sur le champ de bataille principal. Mais la faute en incombe aussi à l'état-major, c'est-à-dire en dernière instance à Soult, responsable de la très mauvaise transmission, voire de la non-transmission d'ordres essentiels. Lorsque la nuit tombe, le 16 juin, Blücher s'est retiré après avoir subi des pertes sévères. Lui-même a été blessé et a failli être fait prisonnier. Wellington tient toujours les Quatre Bras. Le bilan semble plutôt en faveur des Français, mais en réalité, l'objectif principal de Napoléon, détruire une armée alliée après l'autre, n'a pas été atteint. La journée du 17 juin est marquée par l'échec de la poursuite engagée par les Français, aussi bien contre Blücher que contre Wellington. Et cette fois, le principal responsable en est Napoléon, qui montre en les circonstances une indolence tout à fait surprenante, et qui semble bien indiquer qu'il n'est plus un dieu de la guerre capable de triompher dans n'importe quelle circonstance. Le 17 juin, Napoléon se lève tard, ce qui est une drôle d'idée pour un jour comme celui-ci. Il visite longuement le champ de bataille de Ligny, et c'est seulement à 11 heures qu'il ordonne à Grouchy de prendre la tête de l'aile droite de l'armée et de se lancer à la poursuite de Blücher avec 30 000 hommes. Dans quelle direction, on ne sait pas très bien. On ne sait pas où est Blücher parce qu'on ne s'est pas donné la peine de le savoir. Mais à ce moment-là, les Alliés ont déjà pris les décisions essentielles qui vont leur donner la victoire le lendemain, 18 juin. Le matin du 17 juin, Wellington apprend la retraite de Blücher en direction de Wavre. Il décide lui-même d'abandonner le carrefour des Quatre Bras qu'il a défendu la veille et de retraiter vers le nord par la route de Bruxelles. Wellington annonce à Blücher son intention de livrer une nouvelle bataille le lendemain au sud de Waterloo, sur la route de Bruxelles, et il demande à Blücher de le rejoindre avec au moins un corps d'armée. Blücher continue à retraiter vers le nord en direction de Wavre. Le piège est prêt à se refermer sur Napoléon. Pourtant, le 17 juin, les deux armées alliées sont en état de faiblesse, en retraite sur des routes encombrées, et en agissant rapidement, Napoléon pourrait détruire l'une des deux. Et il ne le fait pas. Grouchy est parti à la poursuite de Blücher trop tard, avec des forces trop faibles, et qui plus est dans la mauvaise direction, Napoléon s'étant laissé convaincre un peu vite que les Prussiens en déroute refluaient vers Namur. Napoléon lui-même n'arrive aux Quatre Bras qu'en début d'après-midi, trop tard pour attaquer l'armée anglo-hollandaise par le flanc. Il ne pourra que la talonner, la malchance s'ajoutant à ses mauvais choix, puisque toute la fin de journée est marquée par des pluies diluviennes qui ralentissent la poursuite. La nuit venue, alors qu'il pleut toujours, Wellington s'est arrêté sur la ligne de crête de Mont-Saint-Jean, un peu au sud de Waterloo. La bataille décisive aura lieu le lendemain. Dans la nuit du 17 au 18 juin 1815, les deux armées campent face à face au sud de Waterloo, sous une pluie battante. Les Anglais se sont installés, se sont retranchés sur une longue ligne de crête de 4 km, la ligne de crête de Mont-Saint-Jean.
Napoléon est très optimiste pour le lendemain, il est convaincu de sa supériorité sur Wellington et également convaincu de la supériorité de son armée sur l'armée anglo-hollandaise. Pendant cette même nuit, l'armée prussienne de Blücher est en train d'arriver à Wavre, difficilement parce qu'il n'y a pas autour de Wavre de route pavée. Blücher est déterminé à se porter au secours de Wellington le lendemain, mais Napoléon ne sait pas qu'il est là. Napoléon est encore convaincu que les Prussiens se sont retirés vers l'est, vers Namur et Liège. Cette même nuit, Grouchy, avec l'aile droite de l'armée, se trouve à Gembloux, une vingtaine de kilomètres au sud de Wavre. Gembloux n'est qu'à 10 kilomètres de Ligny, le point de départ de la poursuite des Prussiens. C'est dire à quel point la poursuite de Grouchy a été molle pendant la journée du 17 juin. Dans la soirée, Grouchy a réalisé qu'une partie des Prussiens, il ne sait pas très bien quelle partie, retraitait non pas vers l'est, mais vers le nord. Et il envoie un message à Napoléon. Dans la nuit du 17 au 18 juin, quelque part entre 2h et 3h du matin, Napoléon reçoit le message de Grouchy. Grouchy l'informe qu'une partie des Prussiens retraite vers le nord, vers Wavre, et qu'il se propose de les suivre. Napoléon ne s'inquiète pas et ne répond pas. Il ne s'inquiète pas parce qu'il est convaincu que les Prussiens sont en déroute. Bien au contraire, dès 4 heures du matin, les premiers corps prussiens quittent Wavre en direction de Waterloo. Et dans la matinée, leurs patrouilles vont constater que la voie est libre, il n'y a aucune troupe française entre eux et le champ de bataille principal. Le champ de bataille principal, le voici. Une plaine au sud de Waterloo, marquée par le croisement de deux grands axes routiers. La route Bruxelles-Charleroi et la route Louvain-Nivelles, les deux se croisant à la hauteur de Mont-Saint-Jean. Un chemin transversal beaucoup plus modeste, mais encaissé par endroits, vient barrer ces deux axes au sud de Mont-Saint-Jean. C'est le chemin creux d'Ohain. Ces trois axes forment le fameux A qui est présenté par Victor Hugo au début du chapitre des Misérables qui est consacré à Waterloo. Le champ de bataille est une plaine, avons-nous dit. C'est vrai, mais ce terme de plaine ne doit pas nous abuser, même si on a dans la tête la morne plaine de Victor Hugo ou le plat pays de Jacques Brel. Le terrain n'est pas parfaitement plat, il est ondulé avec de longues lignes de crête, dont la principale est la ligne de crête de Mont-Saint-Jean. Évidemment, ce n'est pas de la montagne, mais cela constitue tout de même un obstacle de relief et une bonne ligne défensive. Or, Wellington est passé maître dans l'art de la défensive depuis les campagnes victorieuses qu'il a menées au Portugal et en Espagne, contre les généraux de Napoléon, mais jamais contre Napoléon lui-même, qu'il n'a pas encore rencontré. Wellington sait parfaitement utiliser le terrain, placer un rideau de troupes sur le sommet d'une crête et dissimuler l'essentiel de ses forces à contre-pente, où elles sont à l'abri à la fois de l'observation de l'adversaire et de l'artillerie de l'adversaire. D'autre part, la pente, même faible, est suffisante pour ralentir une offensive de l'infanterie ou de la cavalerie. C'est en position défensive que Wellington place son armée sur et derrière la crête de Mont-Saint-Jean. Redoutant un débordement de Napoléon sur son aile droite, débordement qui le couperait de sa ligne de retraite vers la mer, Wellington s'est également protégé de ce côté, du côté du village de Braine-l'Alleud. Wellington a également protégé l'avant de sa ligne défensive en fortifiant trois fermes ou ensembles de fermes, d'est en ouest, la Paplotte, la Haie-Sainte et surtout Hougomont qui est une solide ferme château, une sorte de petite forteresse.
La posture adoptée par Wellington est donc clairement défensive et la tactique très simple, tenir bon, si possible sans bouger, sans se laisser manœuvrer, parce que Wellington connaît la redoutable efficacité de Napoléon à la manœuvre, tenir bon jusqu'à ce que Blücher arrive, la seule question étant de savoir s'il arrivera à temps. En face, le dispositif de Napoléon est évidemment offensif, mais sans plan prédéterminé. Napoléon appliquant un principe simple qu'il résume ainsi: à la guerre, on s'avance et on voit. Il s'agit donc de tester la ligne adverse pour y trouver ou pour y créer un point faible, et lorsque ce point faible est connu, le frapper avec suffisamment de force, si nécessaire avec l'arme suprême qui est la garde impériale, tenue pour le moment en réserve. La bataille est engagée en fin de matinée vers 11h30 par Napoléon, ce qui est tout à fait logique, Wellington étant en position défensive. Il attend qu'on l'attaque, et comme d'autre part il attend aussi Blücher, il a tout intérêt à retarder les choses le plus possible. Par contre, pour Napoléon, on sait aujourd'hui que ce début tardif de la bataille lui a été fatal, alors pourquoi l'a-t-il décidé ? Il y a deux raisons. La première est qu'il a beaucoup plu pendant la nuit et la veille, et qu'il faut attendre que le sol sèche un peu pour pouvoir manœuvrer vraiment l'artillerie. Mais il y a une deuxième raison, et c'est un optimisme excessif, non justifié de Napoléon. Dans la matinée, il écarte toutes les remarques, en particulier celle de Soult sur la valeur défensive des Anglais, et il écarte sa suggestion de rappeler Grouchy. Il refuse également d'écouter quelques rapports, en particulier des rapports d'espions, qui laissent entendre que Blücher pourrait survenir. Il a décidé que Blücher était en déroute et qu'on n'avait pas à le craindre avant au moins 2 jours. À 10h du matin, Napoléon fait envoyer par Soult un message à Grouchy, lui enjoignant de poursuivre Blücher en direction de Wavre. À ce moment-là, Napoléon croit toujours Blücher en déroute et cet ordre lui semble suffisant. Or, au même moment, la tête de la colonne prussienne arrive sur la rivière, sur la petite rivière Lannes, à la chapelle Saint-Lambert. Revenons au champ de bataille principal. La bataille apparaît essentiellement comme un choc frontal. Napoléon attaquant divers points de la ligne et Wellington résistant sans bouger, se contentant de lancer quelques contre-offensives de cavalerie lorsque c'est nécessaire. Le choix de Wellington est parfaitement logique et efficace. Il connaît la valeur défensive de son armée, mais il sait aussi qu'à la manœuvre en terrain découvert, Napoléon est meilleur que lui et qu'il ne faut surtout pas se laisser entraîner sur ce terrain. Et c'est ce qui donne à la bataille de Waterloo son aspect statique et brutal. La bataille commence donc vers 11h30 par une attaque de l'aile gauche française contre la ferme d'Hougomont. En réalité, pour Napoléon, il s'agit moins de prendre la ferme que d'inciter Wellington à dégarnir son centre pour pouvoir ensuite frapper ce centre. Mais la ferme résiste, bien que les premières défenses soient percées. La ferme est très solide, défendue par des soldats d'élite, et elle va tenir jusqu'au soir. Et surtout, Wellington ne tombe pas dans le piège, il ne bouge pas. Entre midi et 1h, la grande batterie française, qui compte environ 80 canons, ouvre le feu sur le centre allié. C'est une préparation à une offensive générale d'infanterie qui sera menée par le général de Merlot. À 1h, il se produit un événement très important, mais en dehors du champ de bataille principal. Le champ de bataille principal qui est représenté sur cette carte par un rectangle. En effet, du côté de la chapelle Saint-Lambert, les premiers tirailleurs prussiens ont commencé à traverser la petite rivière Lannes
et à se déployer. Très vite, ils sont repérés par l'état-major français qui réalise que ce sont des Prussiens. On voit donc que, contrairement à la légende, répandue surtout par Victor Hugo à travers Les Misérables, Napoléon n'a pas réalisé à 7 heures du soir que c'était Blücher qui arrivait à la place de Grouchy. Il sait très bien, à partir d'une heure de l'après-midi, que les Prussiens commencent à arriver. Curieusement, Napoléon ne réalise pas l'ampleur du danger. Il reste arc-bouté sur son erreur de la veille, Blücher n'est plus dangereux. Et par exemple, il n'envoie pas les troupes, même peu nombreuses, qui auraient pu longuement retarder le franchissement de la Lanne par les Prussiens. Par contre, Napoléon fait envoyer par Soult un message à Grouchy, lui enjoignant de modifier sa route et d'attaquer Blücher pendant sa marche, de le surprendre en flagrant délit, dit le message. Napoléon pense que ce sera suffisant. Ça ne sera pas suffisant. Déjà vers midi, au début de la canonnade, Grouchy avait été pressé par ses officiers de modifier sa route et de marcher au canon sur Waterloo. Mais il n'avait pas cru devoir désobéir à l'ordre formel de Napoléon de marcher sur Wavre. Le nouvel ordre de Napoléon ne lui parviendra que trop tard, alors qu'il est déjà pratiquement à Wavre, et qu'il a dépassé les ponts qui lui auraient permis de franchir la Dyle. À partir de 4h30, Grouchy va attaquer l'arrière-garde prussienne à Wavre, et remporter d'ailleurs un beau succès, mais qui ne servira à rien, l'essentiel se décidant dans la plaine de Waterloo. Revenons au champ de bataille principal, vers 1h, au moment où Napoléon constate l'arrivée des premiers Prussiens et envoie son message à Grouchy. À ce moment, la grande affaire, c'est l'attaque que Napoléon entend porter contre le centre anglo-hollandais. Le pilonnage par l'artillerie a duré environ 1h, mais il a été peu efficace, parce que les Anglais sont à contre-pente, derrière la crête de Mont-Saint-Jean, et aussi parce que le sol est encore mouillé, que les boulets s'enfoncent dans le sol, au lieu de rebondir. À 1h, la ferme de la Haie-Sainte est encerclée par les Français, et à 1h30, Napoléon lance à l'offensive du centre anglais le corps d'infanterie de Drouet-d'Erlon, 18 000 hommes, une masse considérable de fantassins. On ne sait pas exactement quelle était la formation adoptée pour cette charge d'infanterie parce que les témoignages sont contradictoires, et cela reste un des mystères de Waterloo. Par contre, on sait très bien que Wellington a lancé contre cette charge la cavalerie écossaise, et que la formation adoptée par les Français ne leur a pas permis de se mettre en carré, ce qui est pour l'infanterie la seule façon de résister en rase campagne à une charge de cavalerie. À 3h de l'après-midi, l'attaque de Drouet-d'Erlon a complètement échoué, avec des pertes importantes. La cavalerie écossaise a elle-même été en grande partie détruite par les lanciers français, mais l'essentiel est que le centre anglais tient toujours. Entre 4h et 5h, la bataille entre dans une phase nouvelle. D'une part, le maréchal Ney tente de forcer le centre anglo-hollandais par des charges massives de cavalerie. Il entraîne avec la fougue qui est la sienne plus de 5000 cavaliers, ce qui est l'une des charges de cavalerie les plus importantes de toute l'histoire des guerres napoléoniennes. D'autre part, les Prussiens ont désormais franchi la petite rivière Lanne avec des unités suffisamment nombreuses pour pouvoir engager le combat. Ils entrent en ligne à partir de 4h30, mais non pas aux côtés de Wellington. Plus au sud, derrière les lignes françaises, ils attaquent le village de Plancenoit, dont ils se sont emparés vers 5h. Cette fois, la menace est sérieuse et Napoléon a compris qu'il ne pouvait pas compter sur Grouchy. Il doit donc se décider à engager des unités de la garde pour contenir et refouler les Prussiens. Entre 4h et 6h, Ney multiplie les charges de cavalerie, mais elles sont vaines. L'infanterie anglaise a réussi à se former en carré,
Et les attaques de la cavalerie française, mal coordonnées avec l'artillerie et l'infanterie, ne parviennent pas à détruire ces carrés. Vers 6 heures, les charges de cavalerie cessent. Les carrés anglais sont très éprouvés mais pas rompus. Quant à la cavalerie française, il lui reste environ un quart de ses effectifs en état de combattre. À 6h30, les Français remportent un important succès. La ferme de la Haie-Sainte est enfin prise. L'artillerie française peut s'avancer et pilonner beaucoup plus efficacement les lignes anglaises. Mais au même moment, au sud, les Prussiens ne cessent de recevoir des renforts. Et pour les contenir, Napoléon doit engager jusqu'aux 2/3 de la garde qui était sa réserve suprême. Vers 7 heures du soir, les deux armées sont très affaiblies par les combats acharnés qui se sont déroulés pratiquement sans interruption sur toute la ligne. Chacune a perdu environ un quart de ses effectifs en état de combattre. Le centre anglais a été particulièrement touché et vers 7 heures du soir, il semble sur le point de s'effondrer. C'est le moment où Wellington aurait dit « Donnez-moi la nuit » ou « Donnez-moi Blücher ». Mais c'est justement le moment où les colonnes prussiennes arrivent de plus en plus nombreuses, non seulement au sud, à Plancenoit, mais également au nord, où elles viennent renforcer l'aile gauche anglaise. Et enfin surgit à ce moment une troisième colonne prussienne au centre, une colonne commandée par Blücher en personne, et qui menace directement l'aile droite française. Napoléon décide alors de jouer son va-tout. Il engage contre le centre anglais la garde, du moins ce qui lui en reste, puisque les 2/3 ont déjà été envoyés à Plancenoit. Et dans le même temps, dans l'espoir de provoquer un sursaut, un suprême effort, il fait volontairement courir le bruit que du côté de l'Est, c'est Grouchy qui arrive en renfort. Vers 7h30, la garde monte à l'assaut au son de sa musique militaire et soutenue par tout ce qui reste de valide dans cette partie du champ de bataille. Ce sont les meilleurs vétérans de Napoléon, ceux qui ne reculent jamais, mais cette fois ils sont vraiment trop peu nombreux, environ 3000 hommes, face à une infanterie anglaise rompue à la défensive, et qui les fusille à bout portant lorsqu'ils arrivent sur la crête de Mont-Saint-Jean. Il est environ 8 heures du soir, et lorsque l'armée, à la fois, voit la garde qui recule, et comprend qu'à l'est, ce n'est pas Grouchy qui arrive, mais Blücher, brutalement, l'armée craque, et se débande. C'est une panique générale qui emporte tout, sauf la garde, bien sûr, mais la garde ne peut que reculer. L'armée s'enfuit, poursuivie par les Anglais et les Prussiens. La bataille est définitivement perdue. Au terme de ce tourbillon d'événements, on peut essayer de tirer quelques leçons. La première est bien sûr qu'à tel ou tel moment, les événements auraient pu tourner différemment et Napoléon aurait pu, après tout, gagner cette bataille. Mais cela ne changeait rien à un certain nombre de réalités. La première est que, à l'évidence, l'outil militaire français n'avait plus la qualité qu'il avait une dizaine d'années auparavant. L'accumulation de fautes de commandement en particulier, pendant ces 4 jours de campagne, le montre suffisamment. Et ceci, lié à l'infériorité numérique des Français, souligne que, après tout, la défaite était tout à fait logique. La deuxième leçon est que la défaite de Waterloo n'est que la traduction d'une réalité géopolitique. L'entreprise napoléonienne était impossible à maintenir, puisque toute l'histoire de l'Europe prouve qu'aucune nation n'a jamais pu de façon durable établir son hégémonie sur le continent. Pendant la Révolution, la France s'appelait elle-même la Grande Nation. Mais en fait, il y a en Europe trop de grandes nations pour que l'une d'entre elles puisse dominer toutes les autres.
Au XXe siècle, en ignorant cette réalité de l'impossibilité d'une hégémonie, l'Allemagne a plongé l'Europe dans la catastrophe et elle l'a elle-même payé très cher. Il serait bon que cette leçon aussi ne soit pas oubliée 2 siècles après Waterloo.